Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, une table ronde aujourd'hui dédiée à la situation du crédit immobilier en France, aux grandes tendances. Et pour en parler aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Pauline. Et Sylvain Lefebvre, président de Synergiec. Bonjour Sylvain. Bonjour Pauline. Alors pour commencer, Cécile Roclor, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu la situation actuelle du crédit en France ? Elle s'est clairement améliorée. D'accord. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles. On a connu 2 années qui ont été extrêmement compliquées avec des banques qui ne prêtaient plus, d'autres qui avaient beaucoup resserré les critères, des taux qui ont été multipliés par 4 en 2 ans. Donc on sort quand même de 2 années extrêmement complexes. Et ce qu'on a vu sur le dernier trimestre, c'est une réouverture des critères puisque les banques payent moins cher l'argent qu'elles empruntent. Et quand elles font à nouveau des marges, elles sont de retour. Donc depuis le début de l'année, on a toutes les banques qui sont de retour. On a même coutume de dire de façon un peu triviale qu'elles ont faim. Elles ont envie de faire du crédit et elles sont prêtes à prêter. Pour ça, elles ont baissé leurs taux. Donc, on a des taux qui avaient atteint un plafond au mois de décembre. Je vais vous donner juste un repère parce que sinon, on va rester dans les chiffres. Mais on était en moyenne à 4,4, 4,5% sur 20 ans alors qu'on était à 1% en janvier 2022. Et là, depuis janvier, tous les mois, on a des petites baisses. Alors, il y avait plus de baisses en janvier qu'en février. On voit que le mouvement s'apaise, on calme le jeu, mais globalement, on retrouve du pouvoir d'achat. On a gagné 4% de pouvoir d'achat en 4 mois, ce qui est déjà une très bonne nouvelle au vu de ce qu'on vient de passer pendant 2 ans. Et on a toutes les banques qui sont prêtes à vous prêter. Donc, on retrouve un marché du financement qui ressemble à un monde presque normal. Donc un marché qui respire, un début de respiration pour ce marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces constatations, Sylvain Lefebvre ? Alors je suis d'accord, parce que ça fait 30 ans que nous sommes dans le pré-immobilier, enfin pour ma part, évidemment, et donc on a un peu de recul, on voit les années, on voit les crises qui se sont succédées depuis les années post-90 jusqu'à ce jour, sans faire trop historique dans l'émission, mais en tout cas ça donne du recul et ça donne un peu de sagesse pour se dire qu'effectivement il y a régulièrement des crises. Celle-ci est quand même sacrément différente parce que les raisons sont différentes évidemment et puisent leur origine dans d'autres choses et puis sont arrivées dans cette crise la guerre de l'Ukraine qui n'a pas aidé sur le coût des matériaux et puis toute la partie énergie puisque je suis là pour en parler, n'est-ce pas, toute cette partie de valeur des biens qui intrinsèquement, pour lesquels on est obligé aujourd'hui d'intégrer soit DPE, une valeur de DPE, etc. Et là où il y a encore 2 ou 3 ans, tout le monde s'intéressait peu, même si les banques, et je pense que vous en direz sûrement un mot là-dessus, les banques commençaient à s'intéresser, à exiger une certaine quantité d'informations pour se dire quelle est la valeur du bien, mais sans aller plus loin. Aujourd'hui, le monde a changé, et pas que. Donc oui, je trouve quand même, si vous me permettez un avis personnel, que c'est la première fois qu'on a un tel consensus contre les décisions politiques prises actuellement. Ah oui. De l'ensemble des filières, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, courtiers bien sûr évidemment, et pas que, députés, enfin voilà, il n'y a pas banque, il n'y a pas un qui suit. Je n'ai pas entendu depuis 1 an, voire 2 ans, un seul organisme ou une seule fédération française, quelle que soit la filière qu'elle représente, dire c'est super la politique et la posture du gouvernement et de la Banque de France évidemment. Sylvain Lefebvre, vous avez rapidement évoqué la rénovation énergétique, le DPE, etc. Synergiec aide les acheteurs à augmenter la valeur de leurs biens immobiliers en aidant sur la dimension de transition énergétique, c'est bien ça ? Oui, l'idée, c'est de dire que les lois sont passées. Aujourd'hui, un DPE est obligatoire. Et il y a 2 ans, lorsque vous faisiez un micro-trottoir en interrogeant les candidats à l'achat et en leur disant « Écoutez, vous avez un DPE F ou G », je vous rappelle que c'est les plus mauvaises lettres. Est-ce que c'est grave ? Bien non. Mais ce n'était pas grave dans un monde où le coût d'énergie était stable également. Là, vous avez eu plusieurs facteurs. Vous avez eu le côté obligatoire. Or, on sait que les Français sont attachés à être propriétaires et à avoir la valeur de leurs biens. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'à un Français, on lui dise la valeur de votre bien, aujourd'hui votre maison, votre résidence principale, pour laquelle vous avez bossé un tiers de votre vie, un tiers de vos revenus pour vous la payer, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien parce que vous êtes en G. Ou en G+, encore pire. Et que demain, vous allez transmettre à vos enfants globalement rien. Et vous allez... Alors, si vous restez dedans... C'est pas si grave que ça, sauf que le coût de l'énergie fait que malgré tout, ça reste grave. Donc en fait, alors on s'était préparé. On savait depuis 2-3 ans que les DPE étaient là et que la loi allait à un moment donné passer. Mais vous savez ce que c'est. Tant qu'elle n'est pas passée, on fait sans. Et là, maintenant, il faut faire avec. Cécile Roclor, est-ce que vous êtes d'accord avec ces constatations ? Et qu'est-ce que vous constatez justement depuis que les DPE sont obligatoires ?
Alors, il y a plusieurs effets, parce que malheureusement, quand vous contraignez de futurs propriétaires ou des propriétaires à rénover leur logement, il faut qu'ils aient les moyens financiers de le faire. Et on l'a vu, les critères du financement étaient compliqués depuis 2 ans, donc accéder au crédit pour rénover, c'était quand même compliqué. Et puis, on a des lois qui évoluent beaucoup. Le DPE a évolué 3 fois, si je ne m'abuse. Ça complique la donne. Quand vous achetez pour la première fois, et c'est le cas d'une grande partie des acheteurs et de ceux qui se financent, puisque les primo-accédants constituent 80% du marché, en fait, acheter un bien que vous allez devoir rénover en restant en location, en trouvant le bon entrepreneur, ça complique énormément la donne. Il y a beaucoup de freins. Et puis, Sylvain le disait, le coût des matériaux a explosé. Donc, en fait, tout ça, ça a rendu l'exercice difficile. Pour autant, c'est vrai, vous en parliez, les banques regardent les DPE et ça fait un moment qu'elles les regardent. Si votre DPE est trop dégradé, ce qu'on appelle les passoires thermiques, qui est un terme impropre, mais en tout cas, ces fameuses lettres F et G, en fait, on va avoir des banques qui vont vous dire, mais en fait, pour accepter le financement, je souhaite que vous financiez en même temps les travaux de rénovation ou que vous ayez l'épargne pour le faire. C'est ça. Donc ça veut dire que les banques sont plus exigeantes aussi avec les... Clairement, Pauline, parce que tout simplement, et Sylvain en disait 2 mots, vous achetez un bien pour votre résidence principale, vous êtes censé rester dedans. Sauf que, en fait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que vous aurez besoin de revendre dans 2 ou 3 ans ou 5 ans. Et si vous avez besoin de revendre, en fait, si votre bien a une étiquette énergétique trop dégradée, vous allez perdre de la valeur. Si vous perdez de la valeur et que vous avez emprunté à 100% de votre bien, c'est la banque qui risque de perdre. Et donc ça, la banque n'est pas prête à prendre un risque aussi important. Et puis même pour le ménage, en fait, vous n'achetez pas un bien immobilier pour perdre de l'argent dessus. Donc en fait, il y a vraiment une forme de tension autour de cette rénovation énergétique qui nécessite l'accompagnement professionnel. Est-ce que, Sylvain Lefebvre, vous constatez que les travaux de rénovation, on en disait un mot tout à l'heure, mais est-ce qu'ils sont quasiment obligatoires à chaque fois que quelqu'un achète un bien ? Ils sont obligatoires, on fait le lien. Toutes les structures d'empruntistes vont faire le prêt de l'acquisition et nous, on va faire le prêt, les travaux complémentaires à côté. Aujourd'hui, il n'y a plus une transaction qui se passe. Si on ne dit pas on est en G+, ou en G ou en F, peu importe, et on va passer en D. Si on ne va pas chercher 2 lettres, la fameuse valeur verte, pour nous mettre en sécurité, voilà, c'est un saut au moins de 2 lettres qui va... Ça fait souvent référence à une ampleur, à une rénovation d'ampleur globale. Enfin, rénovation d'ampleur, on appelle ça, pardon, qui comprend souvent 3 bouquets de travaux un peu significatifs entre la chaudière, l'isolation, la pompe à chaleur, pardon, l'isolation, la ventilation, etc. Et vous n'avez pas d'autre solution aujourd'hui pour vous préparer à garder une valeur demain et à repartir sur 15 ou 20 ans. Et on parlait des primo-accédants, mais on peut aussi parler des investisseurs. Imaginez toutes ces familles qui ont hérité d'immeubles ou qui ont, au cours de leur carrière, eu financièrement la chance de pouvoir fabriquer du patrimoine, qui ont un petit immeuble en province ou dans Paris de 4, 5, 7, 8, 10 lots. Aujourd'hui, ce sont des emprunteurs qui ont fini le prêt, souvent, au bout de 20 ans. Ils se retrouvent à la tête d'un patrimoine qu'ils ne peuvent plus louer. Ah bah oui. Globalement, parce qu'on se retrouve en G+, ou en G, puis en F. Donc là, ça arrive en 2025, la prochaine échéance, et l'autre va suivre 2 ans plus tard. Donc on a cette échéance qui est phénoménale. Donc la valeur locative d'un bien qui s'exprime en termes de valeur. Combien vaut un bien? Ça vaut X fois son loyer. Quand il n'y a plus de loyer, ça vaut 0. Et puis après, les DPE vont passer par là, le dit énergétique, on va dire, oui, non, il faut faire une vraie réno d'ampleur. Mais une réno d'ampleur à 500 ou 700 euros le mètre carré, quand vous avez une surface, quand vous avez une dizaine d'appartements F2 pour vos auditeurs, pour prendre un cas concret, et que vous avez une dizaine d'appartements à 50 mètres carrés, vous avez 500 mètres carrés à rénover. 500 mètres carrés à 500 ou 700 selon là où vous trouvez les lieux et les prix des matériaux, vous allez vous retrouver vite avec quelque chose de grande ampleur, là où vous pensiez arriver à un moment de votre vie où vous alliez vous dire, chouette, je vais avoir une faible retraite, mais j'ai un complément de revenu, et là, c'est valable pour des immeubles, mais c'est valable que pour celui qui s'est acheté son studio en complément pour se dire ça va compléter ma retraite. Et là, on lui dit, non, mon gars, dans 20 ans, aujourd'hui, là, les 20 ans sont passés, au fait, tu ne pourras plus louer, donc tu n'auras pas de retraite. Et pour ça, il faut que tu ailles te réendetter, te réemprunter, ou alors prendre ton épargne, mais finalement, on pioche d'un côté ou de l'autre, pour aller rénover, parce que sinon, tu n'auras plus de revenus locatifs.
Vous êtes d'accord, Cécile Ranclor, pour les investisseurs? Complètement. Alors déjà qu'ils ont souffert de l'accès au financement à cause du Haut Conseil de stabilité financière qui a bordé les règles et qui les a contraints dans l'accès au financement, effectivement, ce sont ceux qui payent le prix le plus fort aujourd'hui parce qu'en fait, avoir un bien, en général, vous avez un crédit en face parce que Sylvain évoque des profils un peu haut de gamme le cas du studio est effectivement le cas quand même le plus fréquent. Les investisseurs, les bailleurs privés, en général, 1,6 biens. Donc on n'est pas sur des gros propriétaires. Ils ont un crédit en cours, ils ont besoin du loyer pour le rembourser et aller chercher une capacité d'emprunt supplémentaire, c'est les empêcher de louer, mais c'est aussi les empêcher de vendre parce que si vous vendez, vous avez de la moins-value. Et donc aujourd'hui, ce sont certainement les publics les plus en difficulté, alors même que l'offre de logement à la location est en chute libre et qu'on a besoin de plus de logements. Donc, en fait, ça revient au sujet qu'évoquait Sylvain tout à l'heure, qui est aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui font plutôt tout pour bloquer la machine de l'immobilier, alors même que les Français ont besoin de se loger, ont besoin d'acheter de l'immobilier, parce qu'avec les retraites qu'on se prépare pour l'avenir, l'immobilier va jouer une valeur centrale pour les compléments de revenus, mais aussi pour la prévoyance et s'assurer qu'on est capable de se payer le dernier domicile. Mais vous disiez que, donc, si on reprend l'exemple du studio, pour que ça parle vraiment à tout le monde, vous disiez que donc, les gens, généralement, empruntent de l'argent, ils achètent, ils veulent mettre en loc, mais du coup, après, est-ce qu'ils sont... donc, les banques, elles prêtent plus, certes, mais est-ce que les banques vont reprêter à quelqu'un qui a déjà emprunté pour faire des travaux de rénovation, Cécile? Alors, vous allez trouver des solutions de financement en fonction de votre situation. Vous allez aller chercher, et du montant, on parlait des monogestes ou d'une rénovation globale, évidemment, en fonction de ce que vous avez à faire. Et puis, le sujet des copropriétés, Sylvain le maîtrise beaucoup mieux que moi, mais ça reste un sujet complexe pour mener des travaux, pour faire passer des lettres. Mais vous allez pouvoir accéder soit du crédit à la consommation, soit du regroupement de crédits, si toutefois vous avez déjà des crédits en cours. Oui, ça a un prix, Pauline. Je vois votre tête. Et je suis d'accord, c'est pas anodin, mais c'est en général un des choix qui permet de faire baisser le poids global des crédits si vous avez déjà le crédit de votre résidence principale plus le crédit de l'investissement locatif ou de l'immobilier. Un crédit immobilier tout simple selon votre situation, mais on le disait, les règles de taux d'endettement se sont tellement durcies que pour ces investisseurs-là, aller chercher un crédit supplémentaire pour faire une rénovation, ça devient compliqué et ça devient... pour certains, pas rentable, pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu un afflux de logements avec des étiquettes très dégradées, parce qu'en fait, les propriétaires ne pouvaient pas lancer des travaux où on était effrayés. Pour finir, parce que le temps passe, j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Quels sont, selon vous, Sylvain, pour commencer, les enjeux, les perspectives pour le deuxième trimestre 2024 ? Les enjeux, c'est de donner de la visibilité. On le martèle depuis de nombreuses années, mais notre filière, notre silo d'activité, nos silos d'activité, notre filière globale ne peut pas être une variable d'ajustement d'une politique de l'État, quel qu'il soit. Donc on souhaite déjà une politique de long terme, de la visibilité. Regardez, Cécile l'a très bien dit sur les DPE qui ont changé 2-3 fois. On parle d'un copropriétaire dans un immeuble, il ne sait pas s'il doit faire, s'il peut faire, où il doit s'adresser. C'est la première fois que l'État met autant d'argent, plus de 4 milliards, dans la rénovation énergétique, avec finalement le constat que personne ne sait trop où s'adresser, comment. Alors ça va un peu mieux, mais il y a un travail long. On est là pour aider, pour accompagner tout ça, mais comme le monde du courtage dans lequel je travaillais hier et dans lequel aujourd'hui Cécile, mais c'est donner de la visibilité d'abord, rassurer, et effectivement avoir une politique de taux la plus stable possible. Qu'elle soit un peu à la hausse ou un peu à la baisse, c'est pas forcément grave, mais c'est les variations, les variables d'ajustement, c'est plus possible de travailler comme ça, y compris sur la fiscalité. Donc c'est avant tout de la visibilité et qu'il y ait une sorte de pacte interpolitique de dire voilà, pour les 5 ans ou les 10 ans qui viennent, la politique générale, elle sera orientée comme ça pour les investisseurs, pour le neuf, pour les permis de construire, enfin pour l'ensemble de la filière. Et je crois que Cécile a bien rappelé. Cécile, selon vous, rapidement, les enjeux, les perspectives pour le T2 ? Alors, les perspectives, elles sont toujours plus favorables, puisqu'on a des banques qui sont toujours beaucoup plus volontaires pour prêter. Le vrai sujet qu'on va avoir, c'est l'offre de biens. Aujourd'hui, elle est en panne. Le neuf est en panne. On n'a jamais eu aussi peu de permis de construire. L'octroi de financement est au plus bas. On a les chiffres de la Banque de France qui sont sortis et qui ont atteint les planchers de 2012, alors même qu'on prêtait extrêmement peu à ce moment-là. Donc, Sylvain le disait, il faut de la stabilité dans
dans les décisions, mais il faut une vraie politique du logement et pas juste des ajustements. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux ménages et il ne faut pas oublier que se loger est un élément essentiel dans la vie des Français. Merci beaucoup Cécile Roclor, vous êtes directrice des études d'Empruntis. Et merci Sylvain Lefebvre, vous êtes le président de Synergiec. Merci à tous les deux d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.